vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour et bonne semaine, bienvenue à Connaissez-vous. Bon vendredi saint. J'aime ça, dire ça, bon vendredi saint. Bonne semaine pascale. Parce que, je sais pas si c'est comme moi, mais quand j'étais jeune, la fête de Pâques, j'aimais ça. C'était le signe du printemps. Et bien que ça avait des significations bien autres que celles que j'avais un peu à ce moment-là, ça signifiait aussi plein de chocolat. Alors, ça rappelle des beaux souvenirs. Alors, bon vendredi saint pour ceux qui travaillent et qui sont en congé, comme c'est mon cas, parce que moi, souvent, à Pâques, je prends les deux congés. Je prends le vendredi et le lundi. Et ça fait du bien, et il fait beau, et c'est ça, c'est le printemps qui arrive, et c'est fantastique. Et en plus, je me suis acheté une nouvelle bébelle, je me suis acheté une Apple Watch. Ça fait que je m'amuse pas mal avec ça là, ces temps-ci, puis il y a tellement de bidules après ça, là, puis les trucs de santé, puis de cœur, puis de ci, puis de ça. En tout cas, des beaux moments en perspective. Je vous fais la lecture aujourd'hui d'un article comme je les aime, parce que ça démontre encore un intérêt, ça démontre une continuité, et ça démontre aussi des fois de couvrir des parties de régions qui ne sont pas encore couvertes par des organismes pour personnes handicapées visuelles. Ça va comme suit. Région des Laurentides, une association pour les personnes ayant un handicap visuel. C'est un article de France Poirier, publié le 9 février 2022 par journallenord.com. À la suite de la mobilisation de différentes personnes concernées, l'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides, c'est l'APHVAL, a été constituée et a officiellement pris naissance le printemps dernier. L'association œuvre à travers la grande région des Laurentides. Les membres visés sont les personnes aveugles, les personnes handicapées visuelles et les personnes ayant reçu un diagnostic de maladie visuelle progressive, ainsi que leurs familles et leurs proches. C'est 3,5% de la population âgée de 15 ans et plus qui est atteinte d'une déficience visuelle. Les objectifs visés par l'APHVAL sont de sensibiliser la population en général ainsi que les différentes instances à la réalité et aux besoins des personnes présentant une déficience visuelle, défendre et faire la promotion des droits et intérêts de la personne présentant une déficience visuelle, développer et offrir des activités de soutien répondant aux intérêts des membres afin de favoriser leur intégration tant sur le plan social que communautaire. Regrouper les membres afin de briser leur isolement. L'équipe est actuellement composée des administrateurs et de quelques collaborateurs qui veillent à la promotion de l'organisme, à la liaison avec les membres, au développement des partenariats et de l'offre de services. Malgré la pandémie, l'équipe continue ses efforts de recruter de membres et de sensibilisation, de recrutement de membres, je trouvais que ça se disait bizarrement. L'équipe continue ses efforts de recrutement de membres et de sensibilisation auprès des différentes instances
pour mieux prendre son élan lorsque la situation sera plus calme. L'APHVAL est également à la recherche de bénévoles pour ces activités. N'hésitez pas à vous manifester. Pour bénéficier des services de l'association, il est possible de devenir membre. La cotisation annuelle a été établie à 10 $. Toute personne intéressée est invitée à entrer en contact avec l'association par téléphone au 514-237-6389. Je répète le numéro 514-237-6389 ou par courriel à APHVALLAURENTIDES @gmail.com gmail.com. Donc APHVAL Laurentide avec un S @gmail.com. Alors, c'est merveilleux, hein? Il y a une nouvelle association qui est quand même assez récente et qui accueille les gens des Laurentides. Et pour toutes les raisons qu'on a données, hein, c'est important, les associations. Et notre invitée d'aujourd'hui, je suis très content qu'elle ait accepté de participer parce qu'elle fait encore énormément pour une association. Ce n'est pas des Laurentides, mais c'est une région quand même hein, qu'on n'a pas eu l'occasion de parler avec beaucoup de gens. Mais je vous la présente aujourd'hui, une dame très sympathique qui s'est prêtée au jeu de l'entrevue. Cette semaine, on accueille Huguette Vigneault. On se transporte dans la région du Bas-Saint-Laurent. On parle aujourd'hui avec la directrice de l'Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent et c'est Madame Huguette Vigneault. Tout d'abord, bonjour Huguette. Ben bonjour Martin. Et merci, comme je le disais avant qu'on commence, hein, de prendre du temps pour nous parler aujourd'hui parce que tu es très occupée et on aime ça comme ça, être occupé dans le fond. Hein? On aime ça, oui. Ben merci de m'inviter. Très occupée, mais en même temps, il faut prendre le temps de faire chaque chose. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ben c'est ça, hein, on fait un petit voyage hein, avec la technologie là, qui nous le permet, mais dans le Bas-Saint-Laurent, je pense pas qu'on ait parlé avec beaucoup de gens du Bas-Saint-Laurent jusqu'à maintenant à Connaissez-vous. Alors, voilà qu'on le fait aujourd'hui. Et si tu es d'accord, j'aimerais ça qu'on fasse un peu comme on fait avec tous nos invités, en tout cas ceux qui le permettent, de commencer un petit peu par le début, peut-être nous dire à quel endroit tu es né, puis un peu à quelle époque, peut-être pour nous situer. OK. Donc, moi, je suis née en 59, mais je suis née aux îles de la Madeleine. Okay. Dans une famille, la 9e d'une famille de 14 enfants. Donc, pas mal dans les dernières grandes familles. Oui, très grandes familles. Des grosses familles, là. Mm-hmm. Oui, alors, c'est ça. Et avec déjà un problème visuel ou pas? Pas vraiment, dans le sens que moi, j'ai une dégénérescence maculaire de type sèche, mais juvénile. Puis, ce qui veut dire que pour même spécifiquement maladie de Stargardt, qui est héréditaire, sur 14 enfants, on est 4 qui en sort à des degrés différents. Et moi, j'ai à l'âge de 12 ans que j'ai eu le diagnostic. Donc, j'avais un début de dégénérescence maculaire sèche, à l'âge de 12 ans, qui a continué à dégénérer jusqu'à l'âge peut-être de 50 ans. Donc, j'ai pratiquement une dégénérescence maculaire sèche presque complète. Mais pour le reste, parce qu'on sait que c'est la vision de précision qui est atteinte pour la dégénérescence maculaire, donc j'ai quand même une bonne vision périphérique, là. OK.
Et tu dis, bon, le diagnostic est comme tombé à l'âge de 12 ans, mais est-ce que ça a eu quand même des répercussions sur ta vie de jeune fille, d'enfant? Enfant, mettant 12 ans, là, si on rentre dans l'adolescence, ouais. là, Mm-hmm. ça a eu des répercussions, mais je vous dirais, il n'y a pas de choc, parce qu'aujourd'hui, on entend souvent, le choc du diagnostic, toutes ces choses-là. Mais faut se transporter dans les années 70, 71. Il y avait d'autres choses qui bougeaient au Québec qui prenaient de l'ampleur, comme la Révolution tranquille, mais à cette époque-là, il n'y a pas eu de choc du diagnostic. D'abord, j'avais une de mes sœurs plus vieille que moi qui avait aussi une dégénérescence maculaire, que je ne savais pas trop c'était quoi. Ma vue était faible, puis ça n'a pas été un drame dans la famille non plus. OK. Ça n'a pas été un drame. Il y avait des obstacles, bien sûr, mais au niveau socialisation, vous comprendrez qu'à 14 enfants, on n'a même pas besoin de sortir de la maison pour développer la sociabilité. C'est vrai, quand même. Hein? Il y avait de quoi faire une équipe de hockey. Mais c'est certain que à l'école, par exemple, voir au tableau, tout ce qui était précis, là, parce que j'avais quand même et souvent, je fais attention de me rappeler ces moments-là, par contre, que même avec, on pourrait dire, comparativement aujourd'hui, ce que je vois, je voyais quand même bien, hein. Mais il y avait quand même des obstacles, par exemple, de lire au tableau, ces choses-là dans le temps, hein, les tableaux, là, c'était avec les craies, là. Et c'est ça. Puis au niveau des sports d'équipe, j'étais pas je sais pas si ça avait un lien avec la déficience visuelle ou peut-être juste avec le caractère que j'étais moins fonceuse, là. J'étais pas la meilleure de la gang dans l'équipe de ballon-ballet. D'accord, mais tu en faisais quand même. Tu... Je faisais un peu de sport d'équipe, okay. Mais pas beaucoup. Surtout des loisirs, on allait sur le terrain de jeu qui était à côté de la maison chez nous. On avait des jeux qu'on jouait ensemble avec les amis aussi, là. OK. Mais à l'école, est-ce que c'était, dans ces années-là, comme les professeurs, qu'est-ce qu'ils disaient de tout ça, eux? Est-ce qu'ils... ils l'ignoraient complètement parce que, okay. Au primaire, ils l'ignoraient complètement. Il y avait, et ce qui est drôle, c'est que je me souviens que quand j'étais en 5e année, déjà là, j'avais pas découvert que j'avais un problème visuel. J'aidais parfois un collègue, un élève de la classe qui, lui, avait un problème visuel plus important, puis je me souviens d'avoir été l'aider quand j'avais fini mes travaux. Mais ça a été plus au niveau des difficultés parce que j'étais quelqu'un. Ce qui m'a aidé, c'est que j'avais pas de difficultés scolaires en partant. C'est ça, hein, parce que beaucoup de personnes qui ont des fois un problème de vision vont dire, j'apprenais bien, j'avais de la mémoire, ils compensent autrement. Mais rendu au secondaire, c'est certain que quand j'arrivais pour lire, étudier, c'était parfois difficile de relire des notes, des choses comme ça. Mais c'est difficile pour moi de savoir est-ce que c'était vraiment mon problème visuel ou l'adolescente en moi. OK. T'étais pas du genre à tout rapporter à un problème de vision, là. Non, c'était un peu même que c'était mis de côté. J'en prenais pas tout à fait de conscience. Peut-être plus un petit peu plus tard, à 17 ans. Lorsqu'a été peut-être le temps de choisir un métier, c'est là que ça a été plus difficile, de choisir dans quel domaine je l'ai étudié. Uh-huh. Mm-hmm. Là, c'était plus difficile parce que là, je me sentais j'étais restreinte, mais en même temps, et moi, je n'avais aucun service de réadaptation, là. Je connaissais même pas ça, là. OK? Ça n'existait pas pour moi, là. La référence que j'avais était, je sais pas, peut-être que vous êtes peut-être c'est trop jeune pour moi, mais la petite maison dans la prairie où ce que Marie, qui était devenue aveugle, elle faisait tellement pitié. Donc, c'est la seule référence de personne qui a une déficience visuelle vraiment que j'avais. Et puis le jeune gars qui était dans ma classe, que lui, il allait d'un institut, mais c'était pas clair.
Fait que, mettons que je n'avais pas d'aide de soutien par rapport à la vision, là. Donc, pas des références nécessairement super positives, puis pas d'offre de service, là, non plus. Donc, fallait s'organiser avec ce qu'on allait trouver un peu comme possibilité. Donc, j'ai choisi de faire un cours en téléphoniste-réceptionniste. C'était un cours de professionnel, là, un 2P, là. Et puis, mais après l'avoir, c'est ça. Fait que à l'école, c'était très difficile, là, parce que là, ça commençait à être difficile à la fin de l'année scolaire, parce que je me souviens qu'il y avait des examens, par exemple. Il y a une année que les élèves, les étudiants avaient fait une grève pour dénoncer que les écritures des questions d'examen étaient trop petites. Puis là, on parlait des élèves qui n'avaient pas de problème visuel, là. Je pense qu'ils utilisaient du 9 ou du 10 caractères dans le temps. Ah, mon Dieu, OK. Ça, c'est la première fois que j'entends ça, quand même. Oui, ça m'avait frappé. Puis moi, il y avait des questions, des fois des questions du ministère. Je pense que c'était même un examen du ministère qu'il y avait eu. Fait que moi, à ce moment-là, je voyais même pas les questions. Fait qu'il y avait des choix de réponse. Je disais, mon père a dit que c'était ça. Ah. Je voyais même pas les questions. Ma petite vache à mal aux pattes, là, ça aurait pu faire exactement, aussi. Okay. Exactement. Oh. Alors, il y a beaucoup là, ça devenait difficile, là. 16-17 ans, là, c'était difficile et je n'avais pas d'aide. Pour moi, c'était, bon, mon père m'avait quand même parlé brièvement que je pourrais aller dans une école, mais tu sais, il n'avait pas insisté du tout, là, parce qu'il connaissait quand même les services, mon père, parce qu'il travaillait comme fonctionnaire. Mais probablement qu'il me voyait pas là non plus, ou en tout cas, il n'a pas insisté du tout. Il les connaissait, il t'en a parlé, mais c'est... Mais très vaguement, là, très, très vaguement, là. J'étais OK. Mais ça fait que c'est ça, j'avais pas d'aide, donc je pouvais pas... j'avais beaucoup de difficultés à lire les écrits réguliers, hein, il n'y avait rien à faire. Et à écrire puis me relire aussi. Donc ça a été vraiment plus difficile là à 16-17 ans et quand j'ai terminé l'école de mon DEP aussi là. OK. Fait que je n'avais jamais, en tout cas, on va revenir plus tard là, mais au bout de 15 ans, je n'avais jamais su clairement si j'avais eu mon diplôme ou pas. Oh, OK. Quand même. Mais ouais. C'était comme ça. C'était pas comme aujourd'hui. C'était pas comme aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, hein, il y a d'autres questionnements en ce moment, surtout. Ben oui, par exemple. Il y avait des choses qui étaient probablement plus avantageuses à ce moment-là, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, et vice-versa. Oui, j'essaye en même temps là, de penser à tout ça, là, puis ouais, effectivement. Mais là, bon, le cours comme téléphoniste, ça s'est fait? Ben, ça s'est fait, mais il y a des affaires que j'avais des bonnes notes, puis tout ça, parce que bon, j'apprenais par cœur, mais il y avait des choses, par exemple, juste le cours, on faisait un cours de dactylo. Oui. OK? Mais il fallait taper à dactylo assez vite. Donne un exemple. Sauf que le texte qu'il fallait taper, il fallait le voir. Ben oui, pour le recopier. Moi, c'était pas la dactylo le problème, c'est le texte que je pouvais pas voir. Il fallait quasiment que je prenne ma feuille, que je la redépose, puis que je tape après. Fait que c'était vraiment des choses... c'était vraiment une étape beaucoup plus difficile. Donc, j'étais moins intéressée. Mais en même temps, je disais des fois, comme j'ai déjà écrit, c'était une peur qui me poussait à poursuivre. Ouais. Oui, puis il faut faire. On a le sentiment qu'il se passe quelque chose aussi. Ouais. Fait que je fonçais quand même, puis j'ai quand même travaillé à ce moment-là l'ancêtre ici à Rimouski de TELUS, qui est Québec Téléphone, là. OK.
j'ai rentré après que j'ai fini mon cours, mais j'ai rentré quelques jours pour faire des remplacements, pour prendre les appels d'urgence, mettons dans le temps des fêtes, des congés. Mais j'ai pas pu travailler parce que il y avait d'abord, je dis toujours, un travail qui n'exige pas d'adaptation à la vision. Ça n'existe à peu près. On peut pas dire que ça existe. Okay? Ouais. Il y a pas de travail il y a beaucoup de travail qui est adaptable, mais un travail qui n'a pas besoin d'être adapté, là. Et puis la vision, c'est un gros morceau quand même. Hein? On s'en cachera pas. Oui, absolument. Et il faut que la vision soit parfaite. En plus, là, c'est pas... Donc, les logiciels de grossissement, les choses, il y avait rien qui existait dans le temps. C'est ça. J'ai fait, juste pour vous rappeler, pas un souvenir, parce que c'est même pas un souvenir, ça serait des archives de Radio-Canada, peut-être, mais moi, j'ai fait mon stage comme téléphoniste réceptionniste avec les fils qu'on branchait, là. Oui. Oui, je pense qu'il y a une autre invitée qui m'a déjà parlé de ça. OK, bon. Alors, c'est ça. Ça a été vraiment une étape difficile pour moi. Et parce que moi, je suis venue faire mon cours à Rimouski. Okay. C'est là que ça a débuté. Comme téléphoniste réceptionniste, j'ai fait mon cours à Rimouski. OK. Puis après, je suis retournée aux Îles-de-la-Madeleine l'été et après, je suis revenue à Rimouski avec ma sœur. Et j'ai dit, on s'en va à Rimouski, puis dans le temps, c'est ça, on va aller se trouver du travail à Rimouski. On avait de quoi pour un mois ou deux, puis après ça, il fallait se trouver du travail. Fait que on a dit, je savais pas c'était quoi, mais il fallait trouver du travail. Fallait trouver, ouais. C'est ça. Fait que après que ça n'ait pas fonctionné avec Québec Téléphone, parce qu'il y avait pas de travail qui pouvait m'offrir, qui n'exigeait pas la vision, parce que j'avais aucune adaptation, je travaillais dans la restauration. Alors. Quand même. 15 ans de temps. Ah, OK. 15 ans de temps dans la restauration. Et là, tu faisais quoi? J'ai commencé dans une cantine. Okay. Je faisais des patates frites puis des hamburgers. Ça n'a pas été très long, à peu près 1 an. C'était pas. Et après ça, je travaillais avec des Chinois, dans un restaurant chinois, avec c'était des Québécois, mais qui étaient nés en Chine et qui avaient vraiment gardé leur culture de la Chine. Là. Mm-hmm. Et je travaillais 2 ans de temps là et j'ai travaillé 12 ans de temps au restaurant Mon Copain qui était un restaurant qui a été il y a une 50aine d'années à Rimouski que si vous parlez quelqu'un, les gens étaient au restaurant Mon Copain. Alors, je travaillais au restaurant Mon Copain pendant 12 ans. Donc, en tout dans la restauration, 15 ans de temps, comme serveuse. J'ai aimé ça. J'ai eu du plaisir. Oui. Quand on le fait 15 ans, on ose espérer, mais ça allait aussi, c'était comme des tâches puis dans des lieux que ça allait pour toi là avec ta vision. Okay. Mais il fallait que je trouve des trucs là. Oui. J'avais beaucoup de trucs là, par exemple. Puis si je changeais la lumière dans la cuisine comme dans la salle à manger, là je faisais attention, il fallait que je me relise, il fallait que je trouve. C'est plus la mémoire que de me relire parce que des fois j'écrivais mal sur les factures. Puis mais je trouvais bien des trucs aussi que je développais au fil du temps. Et il y a eu l'avènement à un moment donné de l'ordinateur, parce que quand j'ai commencé dans la restauration, il n'y avait pas d'ordinateur. Non, non. Alors moi, j'ai eu peur quand ils ont commencé à introduire la caisse électronique avec l'ordinateur. Et à ce moment-là, le patron que j'avais était très ouvert et je vous dirais même que c'était important pour lui, la personne qui est venue vendre le produit, lui, voulait s'assurer que moi, je pourrais continuer à travailler. OK. Ça, c'était OK. Et j'ai développé des choses, des moyens. À un moment donné, j'avais un cahier, puis mon conjoint avait, parce que ça fonctionnait par code, hein, si on voulait, on vendait surtout de la pizza, pas juste de la pizza, c'était un restaurant très... un des meilleurs restaurants cotés de tout le temps qu'il y a eu dans Rimouski, même.
Si quelqu'un est déjà allé au restaurant Mon Copain à Rimouski, là, c'était quelque chose. Ça avait une bonne renommée. Et on commandait, mettons, si on commandait une pizza médium adresse, ben, c'était tel code. Et mon conjoint avait copié d'un cahier en gros caractères tous les codes. OK. Et moi, je faisais référence au cahier pour les codes. Et après quelques temps, c'était moi qui disais aux autres employés les codes parce que je les avais appris par cœur. Ben, hey, c'est bon, pareil, là. Alors, c'est ça. C'était... mais tout ce temps-là, ma vue a continué à baisser, là. Mais c'est ça le problème, hein? Mm-hmm. Oui, c'est ça. Fait que après ça, il y a eu un moment donné que ça a été plus difficile à la restauration, ça a été vendu, ça allait moins bien. La restauration, ça se transformait aussi, là. Parce que moi, quand les grosses années que je travaillais dans la restauration, les grosses années de la restauration, le samedi soir à minuit, ça attendait à la porte, là. C'est ça. Ah, ben oui, c'était populaire, là. Les lunchs de fin de soirée, là, puis tout ça. Oui, fait que là, le mode de vie a changé beaucoup. Puis c'est pas fini. Non, c'est pas... Ouais, c'est ça, on pense. Non, c'est vraiment pas fini. Alors, fait qu'au fond, j'ai travaillé avec bien des trucs et tout ça, mais ma vue continuait à baisser. Je m'adaptais à mesure. Au niveau du travail, je m'adaptais toujours à mesure. Et puis à un moment donné, ça allait moins bien, j'aimais moins ça, puis j'appréciais plus le travail que je faisais. Puis là, il y avait des étudiants aussi qui travaillaient avec moi. Et puis là, à un moment donné, j'avais pensé d'aller travailler. Là, j'avais entendu parler qu'il existait les services spécialisés de main-d'œuvre, que je pourrais avoir de l'aide. Mais en même temps, j'avais peut-être envie d'aller à l'école, de retourner à l'école. Fait que j'ai décidé de commencer à m'inscrire au cégep, à travailler à temps plein, mais aller à l'école à temps partiel. Ensuite, j'ai fait le travail à temps partiel, l'école à temps plein, pour finir l'école les dernières années du cégep à temps plein. OK. Et de choisir quelque chose que j'aimerais faire. Parce que je me souviens, il y a un de mes frères qui lui aussi avait appris entre-temps qu'il avait une déficience visuelle. Et il m'avait dit, ben, tu sais, si tu changes de travail, il dit, fais quelque chose que tu vas vraiment aimer, là. Choisis-toi quelque chose que tu vas aimer, tu t'es pas, tu sais. On n'a pas la possibilité de changer tout le temps aussi facilement de travail que monsieur, madame, tout le monde, là. Non, c'est ça. Fait que là, j'avais décidé que j'aimais l'école quand même. Mais ça me faisait peur, j'avoue, là, parce que, tu sais, j'avais le souvenir de l'école qui n'était pas accessible. Ben, des choses moins comiques, là, tu sais, je veux dire, de pas... Oui. Oui. Fait que, finalement, je suis allée au cégep. J'ai commencé par m'inscrire, je me souviens, à un cours. Je suis allée voir un orienteur, quand même, un conseiller pédagogique. Puis, j'ai décidé de m'inscrire, d'abord faire les cours comme français, commencer par français. Hein, je me suis dit... Puis le premier cours, j'étais plus inquiète. Bon, puis il m'avait mis dans un groupe parce que c'est des gens qui avaient plus de difficultés puis tout ça. Mais j'avais pas de difficultés académiques. C'était plus mon inquiétude. Ça a très bien été pour le cours de français. Alors après ça, ben j'ai suivi les cours que j'avais besoin. Puis probablement philo, les cours obligatoires. Ouais. Puis après ça, je suis rentrée vraiment dans la technique en travail social, que j'ai adoré. Pour moi, le cégep, ça a été tu sais, oui, j'ai travaillé fort, là, parce que je genre à travailler fort pas mal, là, mais avec tellement de plaisir. Fait que tout ça, là, ça a été vraiment le cégep, que j'ai fait ma technique en travail social, que j'ai adoré.
Puis j'ai commencé à m'impliquer à l'association des personnes handicapées visuelles. Juste pour finir avec l'école, parce que tu dis, oui, j'ai travaillé fort, puis tout ça, mais au niveau là de adaptation. Ça a été bien, là, je veux dire, les histoires de plus être capable de lire les questions, tout ça. OK. Au cégep, ben là, je me sentais, puis peut-être que ça avait un lien avec le fait que je m'étais impliquée un petit peu à l'association, mais je me sentais plus forte pour oser demander des services. Voilà, OK. Voilà, ça a été... Ça aide toujours, hein, de demander, oui, d'exprimer ses besoins, là. Oui, parce que auparavant, je crois même, j'avais commencé à avoir des services de réadaptation à l'âge de 28 ans peut-être. Mon fils avait 3 ans, 26 ans. Okay. Donc, quelques années avant, ça, c'est une étape importante qui m'a sûrement aidée à retourner au cégep, sinon je serais pas allée. Pas retourner au cégep, mais y aller pour une première fois. De recommencer des études. Oui, d'aller aux études, parce que j'avais eu des services de réadaptation à l'âge de 26 ans. Puis, j'avais une télévisionneuse à la maison. Et ça m'avait vraiment aidé parce que la première fois, moi, j'ai eu ça parce que j'avais une cousine qui avait une déficience visuelle. Que j'ai su qu'on pouvait avoir quelque chose. Que ça existait puis que tu pourrais l'avoir toi aussi. Sinon, j'aurais pas su que ça existait. Mais là, j'avais des services de réadaptation, donc je savais que je pouvais avoir autre chose de soutien. Alors... Une fois que c'est enclenché, il y a plus de possibilités, là. Il y a plus de possibilités, mais j'étais quand même un peu la pionnière au cégep. Parce que avoir une télévisionneuse, moi j'avais mis la télévisionneuse dans la bibliothèque du cégep. Puis j'allais faire mes examens là. Mais j'ai commencé avec faire une rédaction avec une petite enregistreuse. L'ordinateur, je l'avais pas au début du cégep. Je l'ai eu, je pense, à la fin. Alors, commencer à enregistrer. Mais tu sais, l'enregistrement, c'est pas comme rédiger, là. Moi, des fois, je disais avoir les mains sur un clavier, c'est un peu comme essayer de rédiger. C'est un peu, j'imagine que c'est un peu comme quelqu'un qui essaie de composer de la musique au piano, mais sans toucher au piano, là. Ouais, pas avoir comme de soutien musical, là, ou dans ce cas-ci, c'est la dactylo, le clavier. Le clavier d'ordinateur. Fait que j'ai commencé avec ça, puis j'étais tellement une personne curieuse que j'aimais l'école apprendre, là, tu sais, pour moi, là, que ça me permettait de me dépasser. Tu sais, je me souviens au cégep, par exemple, d'avoir été faire un examen de 3 heures en philo, je pense, et ensuite aller porter ma feuille puis aller en chercher un autre pour l'examen d'histoire. OK, back à back, là, les deux. Fait que je peux vous dire que ceux qui sont habitués d'utiliser une télévisionneuse, à la fin, je commençais à avoir pas mal la nausée. Je comprends. J'en ai eu des nausées de télévisionneuse, là. Mais ma passion de vouloir, ma curiosité d'apprendre était tellement là que on accepte certains désagréments, là. Absolument, absolument. OK. Fait que c'était ça pour les études, puis bon, c'était ça. J'étais la première, j'avais une belle ouverture, mais il fallait que ça soit moi quand même un peu qui décide, qui nomme mes besoins, Cégep était très ouvert, mais il y a un élément important, par exemple, parce que quand je suis retournée au Cégep, je recule un petit peu. Quand je décide d'aller au cégep, je dis là, je ne sais pas si j'ai mon cours, si j'ai mes papiers. J'ai dit, c'est quoi que j'ai? Moi, j'ai-tu mon secondaire 5? Je ne sais pas. C'est grave, hein? Je ne sais pas. Fait que là, j'ai appelé dans le temps, c'est comme ça scolaire. J'ai appelé, puis ils ont dit, ben, il manque ton cours de français. Rédaction que tu n'as pas réussi. Bon, mais j'ai dit, moi, quand j'ai fait l'examen, là, j'avais pas d'équipement, puis je voyais pas. J'ai dit, est-ce que je peux, sans faire de formation supplémentaire, juste aller repasser l'examen?
15, 15 ans plus tard, même plus, là. Parce que, en tout cas, ils m'ont dit oui. Bon. Fait que je suis allée passer l'examen. Et puis, j'ai réussi. Mais encore là, des fois, je raconte aux étudiants en adaptation scolaire et sociale, aux futurs enseignants, quand je suis allée pour repasser mon examen, moi, je voulais apporter ma télévisionneuse. Mais la personne qui était dédiée pour m'aider, m'accompagner cette journée-là, a tellement insisté pour me dire qu'elle-même allait me faire de la lecture que j'ai pas apporté ma télévisionneuse. OK. J'ai quand même réussi mon examen. Mais c'était très désagréable dans le sens que quand on fait une compréhension de texte, puis qu'on a une télévisionneuse, on peut retourner. Tandis que là, tu dis à la personne, relis-moi donc tel paragraphe. Relis-moi l'autre. Ah ouais, c'est... Alors ça, je donne toujours cet exemple-là parce que c'est d'être capable de laisser la personne utiliser les meilleurs outils pour elle-même. Mais j'ai quand même réussi mon examen de français. Et après ça, le français, c'était une grande force, j'ai réalisé. Utiliser les meilleurs outils pour elle-même, puis être autonome aussi, hein, être capable oui. Ben oui, c'est ça. C'est parce que des fois, il y a des gens qui veulent bien faire, mais la personne aidée, la personne handicapée visuelle, entre autres, faut que ça réponde à ses besoins avant de répondre à la personne qui essaie de t'aider. Puis c'est ça. Quand on fait un examen, que la personne nous lit les questions, je veux dire, la personne qui lit normalement ces questions elle-même, elle peut lire 10 fois la même question si elle veut. Oui, exactement. Hein, exactement. Donc, finalement, c'est ça. J'ai réussi. Je suis allée faire mon cours en technique de travail social et j'ai vraiment aimé ça, comme je vous dis. Puis, on était à peu près 5 personnes dans le cours, on était peut-être 32 ans, étudiants dans le groupe, puis on était à peu près 5 personnes qui étaient des jeunes parents. Moi, là, entre-temps, là, je continue ma vie personnelle, ma vie amoureuse, ma vie familiale, tout ça. Là. Ben oui, tout ça. Alors, on était à peu près 5 personnes, donc ça a été très agréable de ce côté-là. D'avoir d'autres personnes dans la même situation, là. Ouais, puis après avoir travaillé 10 ans, je m'ennuyais de l'école. Fait que là, j'ai fait une folie, un peu. Je suis allée m'inscrire au bac en travail social les fins de semaine, en travaillant la semaine. Oh, quand même. Fait que ça a été vraiment étirer l'élastique tellement au bout qu'à la fin, ça m'a pris presque 2 ans à dire je suis fière d'avoir fait mon bac. Tellement je me disais j'ai trop étiré l'élastique, mais je suis pas tombée en congé maladie, mais c'était le bout, là, c'était la limite. Ouais. Ça a été quelque chose, là. Oui. OK. Fait que ça a été mon parcours d'études au cégep, parce que c'était à 200 000 à l'heure. Et je comprends. À l'université, ça dit pas au cégep. À l'université, c'était à 200 000 à l'heure. Les fins de semaine, je travaillais la semaine. Fait que... Là, on va dire que ça va faire. Prochaine étape, ça va être auditeur libre. Ouais, c'est un peu moins... contraignant, là. Et le travail, ça s'était poursuivi, ça c'était après la restauration, ça? Tout ça? Quand j'ai lâché la restauration, c'est ça, j'ai lâché la restauration pour finir mon diplôme d'études collégiales en technique de travail social. Entre-temps, je me suis impliquée bénévolement à l'Association des personnes handicapées visuelles. Et quand j'ai terminé au mois de mai 95 mon diplôme d'études collégiales en technique de travail social, et la semaine suivante, je commençais à travailler à l'association. OK. J'avais monté un projet dans le cadre d'un cours pour travailler à l'association. Donc, je suis arrivée en disant, voici ce que vous avez besoin, voici comment je peux vous aider, et voici comment vous pouvez me payer. OK. Wow. Alors, ça fait 26 ans, je suis encore là.
Mais l'association, tu avais connu ça par comment? Est-ce que c'était par C'est une bonne question. Probablement. C'est possible que ce soit... À ce moment-là, j'allais à Québec au centre Louis-Hébert, là, parce qu'il n'y avait pas de centre de réadaptation ici dans le Bas-Saint-Laurent à cette étape-là, cette époque-là. C'est possible que la personne, les quelques personnes qui étaient en train de mettre en place l'organisme, OK? C'est peut-être qu'ils m'avaient rejoint par l'intermédiaire du centre Louis-Hébert ou je ne sais pas. OK. C'est pas clair pour moi comment ils m'avaient rejoint. Comment l'association est arrivée là, dans ta vie? Ben, je sais comment l'association a été mise en place, mais comment ils m'ont rejoint, moi, exactement. Oui, c'est ça. Comment toi, tu as fait comme le lien? Je ne sais pas. OK. Je ne sais pas. OK. Et là, ça fait 25 ans, 26 ans que tu es là. Et tu disais, on le disait au début de l'entrevue, tu es quelqu'un de très occupé. Est-ce que c'est beaucoup l'association qui t'occupe comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans votre région? Qu'est-ce qui je suis très occupée parce que j'ai plein d'intérêts, OK? Mais l'organisme, je travaille 35 heures par semaine, là. Bon, peut-être des fois des petits extras, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Quand je travaille, par exemple, je suis assez rigoureuse, là. Mais très occupée parce que, bon, il y a le travail. Je pourrais parler du travail à l'association, mais à part de ça, j'ai une vie familiale. J'ai une vie sociale. J'ai mes loisirs, club de marche. Donc, j'aime la lecture, préparer des voyages. Bon, là, la pandémie a changé beaucoup de choses, mais quand même. Beaucoup de loisirs, jouer au Scrabble, écouter la télévision, la lecture. Il y a plein d'affaires dans la vie, là. Donc, ouais. Effectivement, il y a plein de choses. Hein. Il y a tout le temps moyen de se tenir occupé. Tu disais, bon, tu t'es déplacé un peu d'une région à l'autre, tout ça. Comment c'était pour toi quitter une région momentanément, changer d'endroit, t'adapter? Des Îles-de-la-Madeleine vers Rimouski? Ouais. Ben là, vous parlez à la fille de 16-17 ans qui a envie d'aller voir ailleurs. OK, carrément. OK. De faire sa vie, de sortir, d'être avec les amis. J'étais vraiment comme ça, là. Tu sais, je sortais beaucoup, puis fait que j'ai fait vraiment, comme on dit, ma vie de jeunesse, là. C'est ça. Puis avec les collègues de travail, bon, il y avait les collègues de travail, puis les amis. Ma sœur est venue aussi. Je suis encore très proche d'ailleurs de ma sœur qui reste dans le coin ici, là. OK. Fait que on était très occupés. Puis là, ben c'est ça aussi. Ben là, j'avais 19 ans quand j'ai connu mon conjoint que j'ai encore, le même conjoint. OK, d'accord. Fait que des fois je ris parce que je dis quand j'ai connu, j'avais un problème visuel qui était quand même bon, une dégénérescence maculaire qui de loin était difficile de reconnaître les gens. Donc, il aimait les filles indépendantes. Oui, j'étais indépendante, mais je l'avais pas reconnue, tu sais. Ouais, il y avait le côté qu'on reconnaît pas les gens, qu'on les croise puis qu'on les voit pas, puis que. Fait qu'il me trouvait indépendante pas mal, là, mais je l'avais pas reconnue. Fait que finalement, c'est ça. J'ai connu mon conjoint, j'avais 19 ans. Puis on est encore ensemble. Puis à l'âge de 23 ans, j'ai eu un fils qui est rendu quand même à 38 ans aujourd'hui. Il y a déjà... Et j'ai un petit-fils de 10 ans. Fait que c'est ça. Fait que ça occupe quand même une vie. Fait que la vie familiale, puis bon, quand je m'ennuie, j'ai 13 frères et sœurs, donc j'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer beaucoup, là. Mais avec le travail aussi, c'est différent que quelqu'un qui reste toujours au travail, là, qui reste toujours à la maison, là, surtout dans le temps de la pandémie, là. Ben, parce que je lisais sur votre site que vous avez pas fait exception, là, votre association, ça fonctionne plus là par téléphone là, pendant la pandémie et tout ça.
Avez-vous beaucoup de membres à votre association? Ben, au fond, l'association, c'est ça. Si je reviens au niveau du travail, moi, quand j'ai commencé à l'association, c'était plus, on avait moins, on couvrait quand même Gaspésie, les îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles-de-la-Madeleine, l'association à ce moment-là. Et là, en 97, faisait 2 ans que je travaillais à l'association, excusez, quand ils ont changé les régions, là, parce qu'à un moment donné, on avait la même région administrative que Gaspésie-les-Îles, ça a été changé. Et on a aidé la Gaspésie à partir de leur propre organisme et on s'est consacré au Bas-Saint-Laurent. OK. Alors, au Bas-Saint-Laurent, puis là, moi, j'ai toujours resté là. Puis bon, c'est certain qu'il y a eu beaucoup d'employés. On a souvent eu des stagiaires à l'association. Et ça a été vraiment un élément très, très important, les stages, pour pouvoir avoir du personnel après, même encore aujourd'hui. Et à l'association, ben, on a développé tranquillement des services sur les quatre volets, là, les 4 volets d'écoute, information, référence, groupe d'entraide qui est un gros volet, sensibilisation, information, puis la défense collective des droits, principalement en s'associant avec le RAC, oui. le Groupement des aveugles non biologues du Québec. Fait que là, on a développé tranquillement l'association, de structurer, on a toujours eu un conseil d'administration, on a presque jamais eu de vacances, on n'a jamais eu de vacances longtemps au niveau du conseil d'administration. C'est toujours des gens qui étaient prêts à s'impliquer. Oui, là. oui, puis c'est ça. Puis aussi, bon, c'est ça. Ce que je trouve intéressant que j'ai développé, par exemple, à l'association, j'ai développé une petite formation de 3 heures. Comment guider les personnes handicapées visuelles? Oui, c'est une bonne que j'ai base, donné ça, là. à une 50aine de groupes minimum, là, en tout cas depuis le temps, là, OK. Que je donne encore. Et il y a un élément il y a une affaire que j'ai développé aussi, que j'ai pas fait depuis quelques années. La pandémie nous ralentit beaucoup. C'est les ateliers Choisir sa route, qui sont des ateliers, c'est 6 rencontres de 2 heures. C'est un groupe fermé. Puis c'est les aider à vivre avec leur déficience visuelle. Puis en utilisant l'intervention par le processus du deuil de la perte de vision, là. Oui. Donc ça, ces ateliers-là, pour moi, je les donnais peut-être à 10-15 groupes, là. Et ça, j'aimerais bien pouvoir les redonner dès que la pandémie sera pas un obstacle. Parce que donner ces ateliers-là avec un masque d'en face, c'est pas intéressant non plus, là. Et puis c'est plus difficile à transporter sur le web, pour moi, là. OK. Fait que, mais à travers ça, c'est certain qu'il y a eu beaucoup d'employés de l'organisme, de toujours développer beaucoup les groupes. Fait que moi, en étant directrice, c'est l'intervenante qui est là d'abord. Hein. C'est donc c'est de vraiment développer des groupes, différents groupes, café rencontres, plusieurs choses qu'on a développées au fil des années avec les intervenantes qu'on a eues, les intervenants. Puis en se consacrant sur le Bas-Saint-Laurent, là, on est au Bas-Saint-Laurent. Fait que là, avec la pandémie, on servirait de base un dissous. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. On a... moi, j'étais au travail, je travaillais à l'association quand il y a eu le H1N1. Ah oui, ben oui. Et on nous avait demandé de faire le 6, dans le temps, c'était régie régionale, de faire un plan d'action en cas de pandémie. Et là, quand on a fermé, là, au mois de mars 2020, qu'on a arrêté les activités de groupe en présentiel, là, ça m'est revenu tout de suite à l'idée. J'ai pas trouvé le papier, mais dans ma tête, c'était encore là, un peu. Puis avec la technologie qu'il y avait aujourd'hui, ça fait qu'on a organisé le télétravail. Et on a contacté toutes les personnes inscrites à notre groupe. On a développé des services par téléphone. Puis après ça, on s'est mis à développer les groupes. Puis avec les intervenants qui ont embarqué, qui avaient des ressources, des nouvelles ressources, des forces qui avaient développé, tout ça, on a vraiment développé vraiment l'animation
par vidéoconférence et téléphone, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont juste par téléphone aussi. Oui, qu'eux vont utiliser la ligne de téléphone conventionnelle. Oui. Là. Et un exemple qui est arrivé, que j'ai envie de partager, c'est qu'au début de la pandémie, qu'on commençait tout à vouloir utiliser Zoom, j'ai reçu une offre de formation pour nous montrer comment utiliser Zoom. Alors, j'ai recontacté la personne. Et puis, j'ai dit, moi, la portion qui est importante, c'est qu'on puisse fonctionner aussi, qu'on appelle les gens par téléphone aussi. Uh-huh. Mais la personne qui nous offrait la formation ne savait même pas que ça existait, qu'on pouvait le faire aussi par téléphone. Oh boy, OK. Fait que c'est encore là, c'est une particularité. Puis moi, ça fait 26 ans que je suis ici. Des fois, il faut pas que j'oublie que on a développé une expertise, puis on a des besoins que si on n'est pas là, et puis le RAC nous a beaucoup aidé avec ça. On a développé comment fonctionner avec des gens qui ne voient pas. Parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui fonctionnent avec le Zoom et tout ça, mais on arrive à fonctionner avec les personnes qui ont un téléphone puis qui sont pas capables de faire 25 chiffres sur le téléphone parce en que ligne pour le des numéro codes d'identification. Ben oui. Parce qu'on a beaucoup d'aînés aussi. Alors nous, on a développé vraiment ça, puis on a mis énormément d'efforts pour que quand on a un TELUS Connexion à faire maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on peut inviter les gens à joindre nos groupes, puis c'est nous qui les contactent, puis ils n'ont pas à faire les 25 chiffres. Puis ça peut être un téléphone maison, là. C'est pas obligé d'être un téléphone intelligent. Là. Non, c'est ça peut être la ligne conventionnelle. Là. Alors, il a fallu vraiment que... C'est là qu'on voit l'importance que un organisme comme le nôtre, il va penser, il faut faire autrement. Il faut adapter tout le temps, parce que on adapte, l'informatique évolue, on adapte encore. Et on espère de plus en plus qu'il va se développer automatiquement avec l'adaptation. C'est ça, mais c'est jamais gagné d'avance. C'est jamais... non. On a encore du travail à faire. Et Madame Huguette, elle, proprement dit, quand est arrivée l'informatique, t'as dit tantôt, j'avais peur un peu, tout ça, là, c'est dans le cadre de ton travail dans la restauration, puis tout ça, mais oui. Par après, comment ça a été pour toi, toutes les arrivées informatiques, le téléphone intelligent, tout ça, vraiment en tant que toi, personnellement? L'ordinateur, ça a été très important pour moi. Beaucoup d'efforts, par exemple. Parce que d'apprentissage, tout ça, mais c'était vraiment incroyable pour moi, là. C'était majeur. D'abord, la télévisionneuse a été l'élément clé pour moi. La première chose qui était vraiment importante. Mais sais-tu que puis après je pense ça, l'informatique, ça a été super. Oui. Oui, parce que la télévisionneuse, là, j'ai eu ça, moi aussi, avant un ordinateur, hein. Puis, sérieusement, c'est vrai, là. Je veux dire, ça te permet de lire n'importe quel document, n'importe quel livre. Oui. Hein, c'est incroyable quand même ce que ça ouvre comme horizon, là, quand on n'a eu rien vraiment d'autre avant, là. Ah oui, puis moi, j'ai commencé avec les anciennes télévisionneuses qui sont pas électroniques. Et là, si jamais il y a des gens qui ont des vieilles télévisionneuses qui sont pas électroniques, là, le bouton tourne manuellement, là, jetez-les pas. C'est les meilleurs, puis moi, je viens d'en faire réparer une. J'ai été chanceuse de trouver une entreprise à Rimouski qui m'en a réparé une. Okay. Parce que je préfère beaucoup ça aux choses électroniques. Il me semble qu'on faisait un meilleur focus avec ceux-là. Absolument. Et puis l'ordinateur, c'est merveilleux, là. Je veux dire, maintenant, c'est difficile à penser qu'on pourrait s'en passer, là. Je veux dire, quand je suis arrivée pour faire de la rédaction à l'ordinateur, oui, j'ai sacré une couple de fois, là. Comme tout le monde. L'ordinateur. Sur quoi j'ai pesé, que j'ai tout un problème. On va s'entendre qu'un ordinateur, hein, c'est le fun quand ça marche bien, hein, si ça... et l'importance d'avoir des contacts avec d'autres utilisateurs. Oui. Ça, c'est très important, parce qu'il y a tellement d'affaires qu'on peut chercher longtemps. Je peux vous raconter une anecdote, par exemple. À un moment donné, je faisais des travaux scolaires, hein, puis on sait que quand tu as écrit 20 pages,
Là, j'essayais de corriger, finaliser ma mise en page puis ma correction. Et mon texte se déformait tout. Alors, pendant que j'étais en train de faire ça, à un moment donné, je pense que j'ai eu un téléphone parce que je sais pas ou moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé du RAC. Fait que là, j'ai dit, est-ce que tu utilises de tel logiciel? J'ai dit, ça t'arrive-tu, toi, que ça déforme tout ça? Et il dit oui. Il dit, c'est parce que tu dois accrocher telle touche. Oh. Lui, là, je m'en ai rappelé, hein. C'est incroyable ce que c'est que ça m'a aidé juste d'avoir fait ça, là, qui m'a dit ça, parce que j'accrochais une touche sans le vouloir, puis que sans lui aussi savoir. a dû faire ça, puis... Qu'il a dû faire ça. Mm-hmm. Alors, l'importance d'être en contact avec d'autres utilisateurs, là, je l'ai vu vraiment. Parce qu'avant de le trouver, c'est quoi, là, il aurait fallu que Puis même le service des centres de réadaptation avait de la difficulté à m'aider, là. Ben, c'est ça, parce que là, eux ils vivaient pas nécessairement la même situation. Ah, c'est ça. Puis, dans un ordinateur, on s'entend que, on peut chercher longtemps parce que des fois, il y a plusieurs façons de se rendre à la même place, mais... Exactement. Fait que ça, c'est bien important. Mais là, l'ordinateur, pour moi, c'est infini, par exemple. Il faut accepter qu'on peut pas tout savoir sur l'ordinateur puis qu'à un moment donné, là... Ben, ça, c'est la même chose encore là pour tout le monde. Là, moi, je travaille avec des personnes voyantes, puis ils disaient, tu sais, admettons, Word. On connaît pas tout de Word, là. On connaît les fonctions qu'on a à utiliser dans le cadre de notre travail, mais il y a un paquet d'autres fonctions qu'on ne saura jamais, peut-être même qui existent. Ouais, c'est ça. Puis avec le iPhone, ben j'avais un petit peu peur aussi, là. Ça fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu travailler ici sur un projet, puis qui avait un problème de cécité, puis qui utilisait l'iPhone. Fait que là, ça a été le coup d'envoi pour dire, OK, je m'achète un iPhone. Fait que, puis là, ben, c'est devenu pour moi, là, indispensable. Encore là, quelqu'un qui avait une déficience visuelle, qui en avait un. Donc, que ça nous montre que ça se fait, c'est possible. Puis, c'est ça. Mm-hmm. Et puis, je fais pas tout avec mon iPhone. De temps en temps, j'ajoute une petite tâche. De temps en temps, j'ajoute une tâche. Fait que ça me permet vraiment de pouvoir fonctionner. C'est incroyable tout ce que je peux faire avec. Tu sais, déjà, ce que je fais avec ça, là, juste à regarder la météo. Ben oui. Ben, j'utilise VoiceOver, là, c'est merveilleux. Lire les nouvelles, bon. En plus, un téléphone, bien sûr, là, mais... On a tendance, des fois, à l'oublier. Oui. C'est comme plus la fonction première, tout le temps, d'un téléphone intelligent. Oui, c'est ça. Ça fait que c'était, pour moi, l'informatique, c'est un pas de géant, parce qu'à un moment donné, j'avais justement écrit un texte là-dessus, dans le cadre de la semaine de la Canne Blanche. Je disais, pour que les gens comprennent qu'il faut quand même que les documents soient bien conçus, mais je disais, tu sais, si on compare avant l'avenue des ordinateurs, la personne qui utilisait le braille manuel devait être lue par quelqu'un qui connaissait le braille. Alors que maintenant, c'est l'instantanéité avec la personne qui peut écrire en braille et l'envoyer un voyant et vice-versa. Et je disais, si Louis Braille voyait ça, tu sais. Alors, c'est ça. Ça prend de la patience des fois aussi, là, parce que quand on bloque sur une petite niaiserie ou qu'on arrive sur un logiciel, puis hop, c'est mal fait, là, mais ça se développe rapidement, par exemple. Parce que c'est ça, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des choses moins accessibles, là, mais il y en a quand même beaucoup. C'est ça. Tu sais, il y en a quand même beaucoup qui le sont assez, tu sais, pour avoir un ordinateur, utiliser Internet, avoir un téléphone intelligent, un iPhone pour ne pas le nommer. Moi, j'utilise Jazz. Oui. Puis j'utilise la loupe de Windows. OK. Parce que moi, je suis entre les deux, je suis entre fonctionnellement aveugle pour la lecture, l'écriture, mais j'utilise très bien mon résidu visuel. C'est ça, ben oui. J'ai développé énormément. Mm-hmm. Et là, vous comprendrez qu'avec le travail, moi, j'ai multitâche. OK? Une coordonnatrice, directrice d'un organisme communautaire, souvent,
on fait pas tout, mais on fait un peu de tout. C'est ça. Alors, puis comme je travaille, comme là, on est à distance, bon, puis fait que s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, que je veux dire, parce que j'ai utilisé longtemps ZoomText. Ensuite, j'ai utilisé ZoomText et Jazz, même si en principe c'était pas recommandé. Mais ça, OK. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, j'utilise la loupe de Windows, j'utilise Jazz et ça me convient. Ben, c'est ça qui compte. J'ai besoin des deux. Ouais, c'est ça. Fait que c'est bien important pour moi de pouvoir continuer avec l'ordinateur. Là, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Toutes les communications, c'est... Fait que c'est ça. Fait que au niveau du travail, je suis à l'étape que j'essaie vraiment de transmettre ce que c'est qu'on a développé à l'organisme pour assurer la continuité. Là, je suis très confiante là, parce que déjà on a des intervenants qu'on a embauchés qui travaillent avec nous autres, tout ça là. Mais c'est vraiment ça là. Oui, un conseil d'administration qui a de l'air aussi impliqué. Oui. Ah oui. Oui, c'est vraiment de consolider, tu sais, mettre les outils pour que vraiment l'expertise qu'on a développée se poursuive là. Puis une bonne collaboration avec le RAC aussi, parce que tu l'as mentionné tantôt. Nous, toi et moi, c'est au RAC qu'on s'était rencontrés de temps en temps, suite à des AGA. Alors, ouais, c'est ça. Fait que j'ai été sur le conseil d'administration du RAC quelques années là. J'ai laissé la place quand j'ai fait mon bac les fins de semaine là. Ah ben oui, hein, parce que les AGA souvent c'était les CA c'était la fin de semaine souvent aussi. Mais la relève était bien préparée. Ça dans ce temps-là, qui est important. C'est moins inquiétant de s'embarquer dans des projets là. Mais ça se prépare par exemple. Laisser la place aux gens, faire de la place aux gens pour que ça se poursuive là. Ça se fait pas tout seul. C'est important. Ouais, c'est important ça là. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous parler au niveau de tes loisirs je peux vous parler de mes loisirs. Moi, je suis une adepte de la randonnée pédestre. OK. Puis ça, c'est une belle activité, ça. J'ai toujours aimé marcher, de ce que je me souvienne. Et en 95, à l'automne 95, alors j'avais fini mon diplôme d'études collégiales en mai. J'ai rentré dans le club de marche de Rimouski. C'est un club de marche là qui s'adressait à monsieur, madame, adultes, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, adultes. Là. Ouais, OK. Et ça fait depuis ce temps-là que je suis encore dans le club de marche et je me suis beaucoup impliquée dans le club de marche. Je crois que c'est moi qui ai le plus de kilomètres de fait. Ben, c'est bon. dans le club. Mais j'ai aussi beaucoup organisé d'activités. OK. Et ça, je trouve ça important parce que il y a peut-être 2 personnes en tout qui se sont déjà impliquées dans le club de marche qui avaient une déficience visuelle à part de moi. OK. Mais pour moi, un club de marche, j'ai développé beaucoup aussi l'habileté à utiliser mon résidu visuel. Parce que moi, je fais de la montagne. Okay? La montée, ça va bien. La descente, c'est plus difficile. Mais j'ai développé des techniques avec des bâtons de marche. Au fond, j'ai vraiment beaucoup développé des habiletés là à utiliser mon résidu visuel. Puis je m'implique énormément dans le club de marche. J'ai déjà été sur le conseil d'administration aussi. Puis j'organise des rencontres parce que je me dis, moi, ce que j'ai de la difficulté à voir quand je vais en randonnée, c'est les pancartes. Ben oui. Mais si je suis dans un club, c'est certain qu'il va y avoir une autre personne qui va avoir... Moi, j'ai juste besoin d'avoir une paire de yeux à côté de moi. Je vais m'en servir. Moi, je dis des fois, je me sers des gens autour de moi. Ben. Alors, puis c'est bien plus agréable aussi à marcher parce que mon conjoint fait d'autres sports. J'ai touché un petit peu à l'équitation parce que lui, c'est lui vraiment qui avait un cheval. Puis il joue au golf. Mais moi, mon loisir, c'est la randonnée. Fait que j'en ai fait un peu avec mon conjoint, mais c'est pas sa passion. OK. Alors moi, c'est une vraie passion. OK? Alors j'ai vraiment... puis quand j'organise des randonnées,
c'est ça, je veux dire, je suis certaine d'avoir quelqu'un avec moi. Fait que le reste, je suis capable de le faire. Puis je vais préparer des voyages. J'adore voyager aussi, parce que j'ai connu des gens dans le club de marche. J'ai une amie voyageuse que j'ai connue dans le club de marche. On a fait plusieurs voyages ensemble. Mais moi, j'adore aussi préparer des voyages. OK. Ah, c'est intéressant. Parce que pour moi, c'est rentable. Si je suis 6 mois à le préparer, puis que je suis 2 semaines à le vivre, puis 1 mois de temps à revenir sur Terre. Mon voyage il a été payant, là, parce qu'il m'a duré très longtemps. Oui, il t'a bien occupé, là. Il t'a bien... Puis j'adore ça. J'ai fait une fois, je pense, parce que ça donnait comme ça, là, un voyage d'une fin de semaine organisé. Sinon, je préfère de beaucoup organiser moi-même les voyages, là. Et t'es allé où, par exemple? J'ai commencé par la France. Oui. Je suis allée marcher un petit peu. On a fait les classiques, là, Paris, puis j'avais marché un petit peu dans le sentier international, là, en France, là. Puis on a fait, à un moment donné, on a fait les sentiers du côté de la Loire, là. Mettons, je me souviens d'avoir fait un 3 jours, là, on faisait d'un village à l'autre, là, puis finir au château de Chambord. Ça, c'était un premier voyage. Fait que là, quand j'ai fini ce voyage-là, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, moi, mon rêve, ce serait d'aller en Grèce. C'est correct, on va aller en Grèce. Fait que là, j'ai appris un peu de temps là, entre ça, parce qu'au début, je les faisais plus étirer, là. Fait que je suis allée en Grèce. Après ça, je suis allée en Pologne, à Berlin, New York. Après ça, je suis allée avec mes sœurs en Italie puis en France. Puis je suis allée 2 fois en Italie. Puis après ça, je suis allée à Londres 1 semaine. Donc, pour les voyages internationaux, c'est les voyages que j'ai faits. Ben, c'est beaucoup. Puis souvent, c'est mes lectures qui vont m'emmener. Des fois, je dis, je vais lire un livre, il m'a coûté cher parce que ça m'a amené à faire un voyage. Mais je suis pas une adepte du Sud parce que j'aime l'hiver. OK. Donc, c'est pour moi, je suis pas la fille aux croisières. J'aime l'hiver, j'apprécie énormément l'hiver, mais je comprends que pour certaines personnes, l'hiver, c'est très désagréable. Si quelqu'un qui a pas de champ visuel, puis qui a de la difficulté à se déplacer quand il y a un peu de neige, ça, je compatis beaucoup avec ces gens-là. Mais personnellement, j'adore l'hiver. OK. C'est moi, quand j'arrive des montagnes de la Gaspésie en hiver, je dis que j'arrive du paradis. Fait que j'adore ça. Puis l'été, je vais essayer d'aller sur le bord de la mer parce que c'est moins chaud sur le bord de mer, là. J'ai fait j'ai fait plus que le tour de la Gaspésie à pied, mais pas d'une shot. Fait ça, de temps en temps, je fais un petit tronçon. J'organise tout ça. J'adore l'organiser aussi, mais j'adore le réaliser, là. Fait que j'ai même amené des gens sur une île en plein mois de février, sur une île dans le Bas-Saint-Laurent, traversant sur le pont de glace. Ah oui, quand même. Il fallait qu'il y en ait d'autres décidés qui aiment l'hiver aussi, là. Les gens, on était 15. Quand même, c'est un beau on était 15. Oh oui, fait que j'aime bien aussi, j'aime voyager, mais j'aime aussi découvrir les coins très proches. On les oublie des fois. Hein? Des fois, on s'en va loin. Découvrir. Oui. Puis pas loin, il y a plein de choses à découvrir. Ah oui, puis dans le coin ici, on a le parc du Bic, terrain de jeu. un beau terrain. Le parc du Bic est un grand petit parc. OK. Oui. Alors, ça, c'est vraiment ma loisir, la randonnée. Puis, je fais de la raquette, l'hiver, la raquette, puis le ski de fond. Le ski de fond, je le fais pas n'importe où, par exemple. OK. Le ski de fond, j'avais arrêté il y a quelques années. J'ai recommencé il y a 2 ans. Je fais le sentier du littoral à Rimouski qui me donne à peu près 1h30 de ski de fond, qui est un endroit que je connais très bien et qu'il n'y a pas de grosse côte. C'est presque planche, mais pas complètement planche, là, parce que ça, mais juste des petites descentes toutes douces, là. OK.
Alors ça, j'adore ça. Je peux y aller toute seule. Je me sens vraiment à l'aise d'aller là. Fait que ça, c'est vraiment au niveau du loisir physique, comme on dit, là. Puis pour les autres loisirs, ben, j'adore jouer au Scrabble. C'est un beau passe-temps, ça aussi. J'adore le Scrabble puis les jeux questionnaires, là. OK. Fait que ça, sur mon téléphone, là, j'ai un petit jeu questionnaire, là. Trivia Crack, là, je pense. Ouais, il y en a. Il y en a beaucoup qui jouent à ça. Ouais, malheureusement, il faudrait que je leur envoie un petit courriel parce que il y a au début, quand prenais ce jeu-là, quand il arrivait les publicités, pour enlever les publicités, il fallait que je désactive VoiceOver. Oh. Et que je réactive. Après ça, il y a une mise à jour, c'était correct. Puis là, récemment, il y a eu un autre mise à jour et c'est redevenu compliqué. OK. Faut que je désactive pour enlever la publicité. Pour fermer la publicité puis revenir au jeu. Ah, c'est un peu... Fait que, mais bon, c'est ça. Fait que... Mais j'aime bien... c'est ça. J'écoute un peu la télévision, là. Mais quand il reste du temps. Comme tout le monde, téléromans. Oui, c'est ça. Je choisis un ou deux quelques téléromans par semaine. Ça détend. Puis bon, j'écoute aussi un peu. J'aime bien écouter un film, mais pas. Il y a des films que j'aime écouter, mais j'aime pas écouter n'importe quel film. Ah ben non, pas n'importe lequel. C'est ça, parce que j'aime bien les films de Denis Villeneuve, là. Ben, je les ai pas tous vus, là. On va savoir, là. Mais c'est ça. Fait que puis le Scrabble, je joue avec le jeu de Scrabble, j'utilise ma loupe pour voir, puis j'ai développé plein de choses, puis je joue même tout seul des fois, sans compter mes points. OK. J'essaie de faire le meilleur mot, fait que quand je joue contre ma sœur ou contre mes sœurs après, ben là ça me donne plus de chance, je connais bien le jeu. C'est ça, tu as une bonne pratique, là, une bonne... Ouais, c'est ça. Fait que c'est les loisirs, c'est ça. Puis ensuite, ben, j'ai ma vie familiale quand même, avec mon conjoint, puis un fils, le petit-fils. Ben oui, ça, c'est sûr que ça occupe ça aussi, hein, ça fait que... Oui. Ben oui. Quand mon fils, moi j'aimais beaucoup m'asseoir avec mon fils puis montrer des livres dès qu'il est arrivé au monde, là. Et puis d'ailleurs, la première télévisionneuse que j'ai eue, comme argument, dans le temps, il faut se rappeler que les gens qui avaient plus que 35 ans n'avaient pas droit au service de réadaptation. Mais moi, j'étais plus jeune que ça. Mais entre autres, j'avais dit que je voulais avoir une télévisionneuse pour aider mon fils qui allait commencer l'école, pouvoir le suivre. Uh-huh. Et moi, j'aimais beaucoup m'asseoir avec mon fils puis montrer les lettres et tout ça. Et à 4 ans, il savait ses lettres et ses chiffres et il m'aidait déjà. Oh. Parce que si j'allais avec lui, mettons, au magasin, il pouvait me dire le prix. Ben oui, parce qu'il connaissait les chiffres. Ben oui. Il pouvait me donner le nom du magasin, l'affiche ça avait des affiches, parce qu'il connaissait ses lettres. Hey. Et finalement, ça a fait un enseignant. Wow! Hey, quand même, hein? Ouais, fait que ça, puis là, mon fils est à Rimouski, là. Il a été parti 2 ans en Ontario, mais là, il est à Rimouski, là. OK. Il travaille pour le centre de services scolaires, là. Fait que, c'est ça. Puis avec un petit-fils de 10 ans à Rimouski, qui est un adepte de la lecture. Ah! Fait qu'il a même commencé à me lire une histoire, m'enregistrer une histoire, pour que je l'aie en audio. Ah, c'est cute! Fait que c'est ça, fait que on a quelqu'un, c'est ça, très occupé, puis il me reste encore 3 ans avant la retraite. OK. Si ça va bien, si je me sens encore capable d'aller pour 3 ans, mais c'est mon objectif, là. Donc 3 ans, c'est le temps d'un triennal, c'est le temps de passer le flambeau.
Et encore des beaux défis quand même, 3 ans. Avec la pandémie, ça a changé beaucoup de choses. On s'attendait pas à ça. Là, ça va être. J'espère que je vais vivre le déconfinement. Hey, non, on le souhaite, là, vraiment. Ouais, c'est ça. Mais personnellement, le confinement a pas été dur personnellement pour moi. Ça a été au niveau du travail, au niveau des gens qui vivaient beaucoup d'isolement, tout ça, ça a été plus difficile. Au niveau les gens qui vivaient beaucoup de stress, d'essayer d'aider les gens, ça a été des gros défis, mais personnellement, j'ai pas oui, j'ai fait quelques sacrifices de randonnée, quelques randonnées de moins en groupe, je marche seule. Mais on a recommencé tranquillement. Là, on arrête un peu, on recommence. Mais étant donné qu'avec la marche, le travail, la lecture, on peut pas... C'est ça, on peut remeubler un peu nos occupations, là. Puis qu'on n'a pas d'inquiétude aussi, parce que je comprends que pour certaines personnes... Moi, mes beaux-parents sont décédés bien avant la pandémie, avant la pandémie. Donc, j'ai quand même pas ces inquiétudes-là au niveau personnel. J'ai pas d'inquiétude au niveau personnel dans la famille. Donc, ça, c'est, tu sais, on est toujours maman toute notre vie, là. Mais, dans le sens, là, que la pandémie nous a pas apporté des choses très difficile encore, personne. Ouais, dramatique, là. Puis ça, c'est d'en prendre conscience aussi, là. Oui, effectivement. Puis ma petite pilule de la journée, c'est mon heure de marche quotidienne. Ah, bon. Jusqu'à moins 30. Bon. c'est très raisonnable, là. Oui. Hey, en tout cas, un gros merci. Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon parce que ça nous a ramené dans des à une époque où juste penser aux services de réadaptation qui étaient pas là, qu'on pouvait pas avoir, qui avait quand même moins de choses. Ça nous a rappelé que c'était pas facilitant en partant. Tout ça, c'était pas. Et là. Non. Puis on voit Par la contre, progression. il y avait des choses. Ouais, il y a beaucoup de progression. Puis peut-être des choses aussi. Des fois, on dit que l'absence fait développer la créativité. Oui. Mais on veut pas qu'il y ait plus d'absence pour développer la créativité, mais il faut oser créer encore. Ben c'est ça, c'est pas terminé. Il y a encore de la place à beaucoup de choses, à beaucoup d'améliorations, à beaucoup d'accessibilité. Mais il faut être créatif, tu l'as dit. Ça, je le retiens aussi, pour inclure tout le monde, que tout le monde soit capable de participer aux activités. Mais ça se fait pas tout seul, il faut y penser, puis il faut mettre l'énergie. Oui, c'est ça. Mais il y a des possibilités. Exact. Ben, en tout cas, un gros merci d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout ça. Ben, merci de m'avoir invité, puis moi, je vais suivre davantage les balados, là. Même si je suis bien occupée, de temps en temps. Ben oui, en lavant la vaisselle, mais... il y en a beaucoup qui l'écoutent, justement, en faisant autre chose, c'est sûr. Mais souvent, j'écoute Radio-Canada, moteur de recherche aussi. En tout cas, un paquet de belles découvertes encore. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci, puis bonne année 2022, un bon déconfinement. On se le souhaite à tous. OK, merci. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com.
En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!